Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 3 mars, dimanche dit de la quinquagésime. En d'autres termes, c'est le dimanche qui précède le mercredi des cendres et l'entrée en carême. Trois invités dans cette émission. Tout d'abord, Monsieur l'abbé Barthes, à propos de la réunion des présidents des conférences épiscopales du monde entier qui vient de se dérouler à Rome du 21 au 24 février sur les abus sexuels dans l'Église. Ensuite, Guillaume de Prémar, délégué général d'Ictus, qui vient de publier au mois de janvier un appel pour un nouveau catholicisme social. Et enfin, Nicolas Sevilla, de la Fondation Jérôme Lejeune, qui vient nous présenter l'événement qui aura lieu le 10 mars 2019, Courir pour la vie, au profit de la Fondation Jérôme Lejeune. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Donc c'est réuni à Rome sous l'égide du pape François du 21 au 24 février dernier, une réunion qui a rassemblé les présidents de 116 conférences épiscopales sur le thème des abus sexuels dans l'Église. Pourquoi cette réunion ? Oui, j'avoue que je suis un peu dubitatif sur l'intérêt d'une réunion de ce type. Bon, évidemment, quel était l'objectif annoncé ? L'objectif annoncé était d'étudier la question des abus sexuels dans l'Église. Donc, se sont rendus coupables, ou ont pu se rendre coupables, un certain nombre de clercs, et de trouver des remèdes. Bien, pourquoi réunir tous les présidents des conférences épiscopales ? Pour cette chose-là, c'est un dossier à étudier, bien sûr, c'est une chose très grave, parmi d'autres choses très graves, hein, mais celle-là, elle est en effet beaucoup. Il faut prendre des mesures, en effet, on peut en parler, mais les mesures, l'Église, hélas, depuis 2000 ans qu'elle traîne le boulet des pécheurs, connaît les mesures qu'elle doit prendre dans ce genre de cas, et tout spécialement cela les plus graves. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Si vous voulez. Avant même cette réunion, un certain nombre d'initiatives étaient intervenues, s'interrogeant, je dirais, sur la pertinence de l'ordre du jour qui avait été fixé. Voilà. Quelles ont été ces initiatives et puis quelles étaient les questions ? Non seulement la présidence de l'ordre du, enfin la présidence de la réunion, comme question que je me pose, mais aussi celle de l'ordre du jour. Donc il y a eu une manifestation que vous connaissez, puisque vous y avez participé, qui était organisée par un ensemble d'associations romaines, une réunion de silencieux. Une centaine de personnages silencieux sont tenus sur une très jolie place romaine, Saint-Sylvestre, et là ont entendu des textes de la tradition catholique, on dit le chapelet. Il s'agissait de protester silencieusement contre le silence de l'Église. Non pas le silence sur les abus sexuels, parce que mais sur l'ensemble de ces abus sexuels. Ne pas parler uniquement, par exemple, de la pédophilie, mais aussi plus largement de l'homosexualité dans l'Église. Et puis, avoir qu'on parle, qu'on en parle et qu'on agisse en conséquence. Ensuite est intervenu, donc il y a eu beaucoup de retentissement à Rome. On ne se rend pas compte, mais en France, ces choses-là ne marquent pas, alors qu'en Italie, elles marquent énormément. Vous avez eu ensuite, je crois, une conférence. Tout à fait. De presse, avec beaucoup de journalistes. Tout à fait, ça a été très très bien couvert. Très bien. Et le soir même est intervenue une lettre publique adressée par les cardinaux Burke et Brandmüller, signataires les derniers qui restent, connus en tout cas, parce que d'autres, des Loubias qui ont été présentés au pape sur les questions d'Amoris Laetitia, et qui ont eux aussi, ils s'adressaient en direct au président des conférences épiscopales, aussi sur le même thème, ne rien cacher et parler de l'ensemble des... Parce que, on va le dire aussi à propos des mesures, mais l'Église est à la remorque du monde, à la remorque des sociétés laïques, et parce que ces sociétés visent un péché, un crime, qui est évident, qui est la pédophilie, mais alors que l'homosexualité, c'est pas un délit, on n'en parle pas.
On n'en parle pas, puisqu'on n'en parle pas, l'Église n'en parle pas non plus. Hein, et elle laisse jette une couverture là-dessus, alors que c'est quand même la base de tout cela. Alors, comment s'est passée cette réunion? Que sait-on des 4 journées de travail des évêques? Alors, comme toujours dans ces réunions, il y a des interventions successives. Vous savez, c'est organisé comme un synode. Alors, dans les synodes, il y a des temps de parole d'à peu près tous les intervenants, et ceux qui n'interviennent pas, qui ne peuvent pas intervenir en parlant, donnent un papier. Donc, ils font des déclarations générales, en espèce apparemment n'avait pas grande importance. Et puis, un aspect médiatique, parce que cette affaire-là est très, très médiatique. C'est une réponse qui se voulait médiatique à une pression médiatique. La pression médiatique est infiniment plus forte que la réponse qui a été donnée. Là, la réponse a été en dessous de la pression si on voulait répondre quelque chose. Mais il est évident que le contexte, je fais une parenthèse, mais enfin, c'est quand même considérable que dans ce moment-là, à ce moment-là, il y a eu des choses successives, comme l'apparition de Sodoma, ce livre donc sur l'homosexualité dans la curie romaine, le film Grâce à Dieu en France, les dénonciations en France, inouïes, même si c'est vrai, c'est affreux, bien sûr, mais contre le 11 apostolique. Oui. Et puis maintenant vient de sortir l'affaire Pell juste après. Donc tout ça au même moment, sans faire de complotisme, ça paraît quand même un petit peu organisé. Hein. Donc il y a une pression médiatique, et l'Église, là, se sent obligée de répondre de la même manière. Donc d'où des déclarations successives d'un certain nombre de prélats, vedettes, comme le cardinal Marx, qui a fait une déclaration un peu, je dirais, démagogique. Hein. Alors, ça n'est pas la première fois dans son histoire que l'Église est confrontée à des dérives morales opposées à la loi naturelle. Bien sûr. Comment, historiquement, ont été résolues ces crises? C'est pour le dire de manière simple, mais il y a deux grandes choses. Une, qui est la réforme de l'Église, on peut en reparler. L'Église est toujours, ça me paraît réformant, elle doit toujours se réformer. Et la réforme de l'Église, c'est pas du bricolage. La réforme de l'Église, ça a toujours été, c'est la réforme grégorienne, c'est la réforme tridentine. Ce sont les réformes monastiques, ce sont des réformes des mœurs, bien sûr, ascétiques, spirituelles, bon, mais oui. Et d'abord doctrinales, pour dire vrai. Mais on peut y revenir. Par ailleurs, la réponse à des délits dans l'Église, surtout des délits venant de clercs, elle est réglée par un jugement des clercs en question. L'Église... Alors justement, quel est le droit ecclésiastique sur ce sujet? Inouï. On en parle si peu, quelques-uns en parlent, des canonistes. Mais ça paraît, c'est comme une lettre à la poste, le fait que ce soit des juges civils, en plus dans le laïcisme éhonté, mais enfin, peu importe, qui jugent des clercs sans que personne ne dise rien. Autrefois, dans la doctrine de l'Église, qui a la plénitude potestatis, la plénitude du pouvoir, elle considère que c'est elle qui juge ses clercs. Ils jugent bien, si possible, hein, évidemment. C'est mieux. C'est mieux. Et que les pouvoirs civils n'ont pas à le faire. Alors, on peut tolérer aujourd'hui, évidemment, qu'ils soient aussi jugés par les tribunaux civils, pourquoi pas. Mais d'abord et avant tout, qu'ils soient jugés par les tribunaux ecclésiastiques. Chaque diocèse a un tribunal ecclésiastique qui s'appelle l'officialité, et qui aujourd'hui ne sert plus, grosso modo, qu'à juger des nullités de mariage, des déclarations de nullité. Alors qu'il est fait pour juger de tout ce qui concerne la vie de l'Église. Et d'abord et avant tout, évidemment, des questions concernant les clercs. Donc, quand un évêque, normalement, c'est qu'une accusation quelconque, celle-là, ou bien de concubinage, ou bien que sais-je, ou autre chose grave, touche un clerc qui ne peut pas le régler par lui-même, il lance une enquête préalable, et si l'enquête montre qu'en effet, c'est possible qu'il ait, par exemple, commis des abus sexuels, alors on va le tribunal ecclésiastique du diocèse va le juger. Pour les cas les plus graves, depuis un motu proprio de 2011, je crois, ce qu'on appelle les delicta graviora, pour simplifier essentiellement la pédophilie la plus grave. Alors, c'est Rome qui est compétente, c'est la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui devrait en juger, qui d'ailleurs renvoie pour les enquêtes préalables au diocèse, puis qui finalement juge en dernier ressort. Or, ça ne se passe pas comme ça. Il est dit dans le texte même du motu proprio que la Congrégation pour la doctrine de la foi attend que les juges civils, enfin je veux dire les juges d'État, c'est les juges pénaux, que le juge d'État ait rendu son verdict. C'est inouï.
Vraiment, c'est inouï. Je pense que tous les papes du passé doivent se retourner dans leur tombe en voyant des choses comme ça. On doit juger, c'est clair, à quelque niveau que ce soit. Si c'est le cardinal Pell, bon, c'est un cardinal de l'Église romaine. Très bien, le pape pourrait, dans ce cas-là, je ne sais pas, j'en sais rien, mais désigner un tribunal spécial pour juger. On le juge. Il n'est pas coupable. Très bien, il continue de faire ses affaires à la curie. Il est coupable. On le met dans un couvent jusqu'à la fin de ses jours. Et puis après, Melbourne fait ce qu'elle veut. Hein. Et de même pour donc, ceux qui, en plus, laveraient l'Église de ces accusations de ne pas s'occuper de ces choses-là. Il faut en effet qu'elle s'en occupe. Qu'elle le dise, qu'elle le fasse et qu'elle le fasse bien. Donc il y a, selon vous, un alignement du droit ecclésiastique sur le droit civil et ne sont en fait poursuivis que les délits passibles des tribunaux civils et les délits passibles de la loi ecclésiastique, que serait par exemple le concubinage des prêtres ou l'homosexualité, ne sont plus aujourd'hui poursuivis dans l'Église. Ni tranchés par l'évêque, parce que parfois le concubinage ça peut se trancher par l'évêque. Hein, on voit mais enfin non, c'est un effet. Ne sont plus jugés par l'Église. Finalement, on a vu dans les temps qui ont précédé, en France, des choses inouïes. Un prêtre qui avait commis un abus, non pas sexuel, on va dire selon la nature, qui immédiatement est dénoncé par l'évêque au procureur de la République. L'évêque s'en lave les mains. Donc l'évêque est mis de côté, parce qu'il est examiné par le tribunal, non-lieu, il est réintégré. L'évêque n'a absolument pas connu de cette affaire. Ça ne le regarde pas. Il fait une totale confiance au tribunal civil. Parfait, mais c'est contraire, on va dire, même au droit divin. Au droit divin, et puis il n'est pas persuadé que les tribunaux civils soient toujours d'une parfaite objectivité quand ce sont des ecclésiastiques qui sont mis en cause. Bien entendu, pour tout cela, il faudrait que les tribunaux ecclésiastiques soient très sérieux, enfin, c'est tout à fait impossible. Eh bien, merci, monsieur l'abbé, de ces précisions qui sont aussi des intentions de prière pour chacun d'entre nous, bien sûr. Merci, monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume de Prémar. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes délégué général d'Ictus, vous avez publié dans l'Avis le 9 janvier dernier un appel pour un nouveau catholicisme social, alors avec d'autres personnalités, Joseph Touvenel de la CFTC, vous-même, je vois Tugdual Alderville, délégué général de l'Alliance Vita, Antoine Renard, président des AFC, Gérard Leclerc, journaliste, Jean-Marie Andrès, président également des associations familiales catholiques. Alors quelle est l'occasion de cet appel ? Alors l'occasion de cet appel, je ne vous cache pas qu'il y a une relation entre cet appel et le contexte de la crise des Gilets jaunes. Je m'en doutais un peu. Voilà, donc cette réponse n'est pas une surprise. Donc évidemment, le contexte de la crise des Gilets jaunes a été le déclencheur de cet appel. Maintenant, ça ne signifie pas que les initiateurs de cet appel aient découvert comme ça du jour au lendemain que se posait en France une question sociale assez profonde, et notamment les initiateurs, si on parle de Joseph Touvenel, par exemple, qui est syndicaliste, donc qui connaît quand même la question sociale, Mathieu Detchessar, qui est professeur d'économie et de gestion, qui est un spécialiste du travail et qui connaît très bien les questions liées à la crise du sens du travail, et moi-même qui suis le troisième initiateur, qui écrit sur la question sociale depuis déjà quelques années et qui appelle à un nouveau catholicisme social assez souvent dans des textes que j'écris, etc. Mais ces dernières années, par exemple depuis 2014, après dans la suite du grand mouvement social incarné par la Manif pour tous, j'ai souvent prôné le fait d'élargir l'engagement des catholiques sur les questions sociales. En disant, la question dite sociétale, il y a aussi la question sociale qui est encore plus large et qui, d'une certaine manière, englobe aussi la question sociétale, et un appel à rejoindre ces questions sociales et les préoccupations de la sociologie des profondeurs de la France. Jusqu'ici, ce qui était répondu, c'était un certain succès d'estime de l'idée, en quelque sorte, mais un succès poli, on va dire, ou un accueil assez poli. Mais ça n'imprimait pas, d'une certaine manière. Et là, avec la crise des Gilets jaunes, le moment était venu, et là, ça a imprimé. On a décidé avec Mathieu Detchessar et Joseph Touvenel, après avoir discuté ensemble, parce qu'on se connaît bien, qu'on travaille ensemble déjà depuis quelques temps, de publier cet appel, de solliciter un certain nombre de signataires, et de faire cet appel à un catholicisme social, parce que nous considérons qu'il y a une nouvelle question sociale qui se pose aujourd'hui en France et qu'elle appelle un nouveau catholicisme social. Alors, que contient ce texte ? Alors, il contient
déjà d'une part un diagnostic de la crise sociale manifestée par cette révolte de la France populaire, car je crois que c'est une forme de révolte, et un diagnostic qui montre, je pense assez clairement, que la crise sociale aujourd'hui, la question sociale est plus large que la question sociale telle qu'elle s'était présentée à nos aînés du XIXe siècle. Tout le monde se souvient des catholiques sociaux du XIXe siècle, et nous nous réclamons de cet héritage. Il y a une filiation entre eux et nous. On voit bien qu'ils s'étaient impliqués sur une question sociale qui était principalement liée à la condition ouvrière. Oui. Donc la question d'une classe sociale parmi les classes sociales, dans le contexte de la révolution industrielle. Aujourd'hui, la question sociale est plus large, elle touche toutes les classes sociales d'une certaine manière, puisque c'est le lien social, c'est le lien collectif lui-même qui est en cause, et on arrive à un niveau de morcellement et de fracturation de notre pays, dans ce contexte de globalisation, de mondialisation, dans ce contexte où toute une partie de la population est reléguée économiquement, culturellement, en quelque sorte exclue du grand récit global. Eh bien, on voit bien que cette fracture, elle touche des sociologies beaucoup plus larges, et elle s'exprime d'une manière socio-géographique, à travers ce que Christophe Guilly a appelé la France périphérique. Oui. Mais la France périphérique, selon les classifications de Guilly, qu'a compté, le nombre de communes, etc., c'est 60% de la France. 60% de la France. Et au-delà de ces 60% de la France périphérique, à partir du moment où une nation ne parvient plus à vivre une certaine cohésion d'un peuple, elle est en crise sociale, en crise du lien social très profond. Donc il y a ce diagnostic qui est assez grave, il faut le dire. Certains diront qu'on dramatise, je l'ai entendu. Je ne pense pas que ce soit une dramatisation. Et nous écrivons dans cette tribune que ce qui est en jeu, c'est la cohésion d'une nation et d'un peuple. Et nous le pensons profondément. Donc l'idée, c'est à partir de ce diagnostic d'appeler les catholiques à se mobiliser sur la question sociale et à rejoindre la sociologie des profondeurs. Et alors, à propos de ça, qu'est-ce que justement ce texte a de spécifiquement catholique? Puisque je l'ai lu, bon, et j'ai trouvé que c'était tout cela était très naturel, tout à fait vrai, mais pas spécifiquement catholique. Pas spécifiquement catholique. Alors, c'est un appel pour un nouveau catholicisme social. Alors, je pense quand même que le catholicisme social englobe une référence commune à la doctrine sociale de l'Église. Ça, c'est une chose. Ensuite, est-ce que c'est une manière un peu matérialiste d'aborder les choses? Si le matérialisme, c'est le fait d'aborder les questions matérielles, on pourrait dire c'est matérialisme, mais le matérialisme, ça n'est pas ça. Le matérialisme, c'est de considérer qu'il n'y a que les questions matérielles. Et nous savons bien, et les signataires le savent bien, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais quand l'homme a besoin de pain, ou quand l'homme ne peut plus vivre dignement du fruit de son travail, on se retrouve dans une situation où il faut s'en occuper. Si on parle des premiers catholiques sociaux, je les évoquais à l'instant, la première grande enquête sociale de Villeneuve-Bargemont portait sur la condition ouvrière dans les mines du Nord. Et Bargemont, ce qui est incroyable, c'est qu'il a rencontré les gens et il faisait le budget de la famille, ligne par ligne, dont le pain, etc. Ouais. Donc, est-ce que Villeneuve-Bargemont était matérialiste? Je ne pense pas, bien sûr. D'autant que nous mentionnons quand même dans ce texte que la France a besoin d'un nouveau souffle spirituel aussi. Donc, nous savons bien qu'il y a un besoin pour un peuple de vivre aussi d'un souffle spirituel commun. Donc, il s'agit de catholiques sociaux qui s'expriment. Donc, on s'exprime sur la question sociale, on a choisi ce sujet, c'est celui-là que nous traitons. Alors vous avez évoqué la question des gilets jaunes tout à l'heure, c'était l'occasion. C'est quoi votre avis, c'est quoi votre vision du phénomène aujourd'hui, avec maintenant 3 mois de recul? Alors le mouvement des gilets jaunes est surprenant dans sa forme et son ampleur. Il n'est pas surprenant au sens où le fait qu'une partie de la France soit abandonnée et exclue du récit, c'est quelque chose que nous savions. Maintenant, il y avait bien évidemment l'idée qu'à un moment ou à un autre, ça allait poser un problème. Mais que ce mouvement surgisse de manière aussi importante, aussi massive, et sous cette forme, sous cette multiforme même, on pourrait dire, qui n'est pas structurée, ça c'était une surprise. Et pour moi, pour tout vous dire, ça a été plutôt une bonne surprise. Le fait que le peuple français souhaite manifester sa colère sociale face à une situation où on ne peut plus vivre dignement du fruit de son travail, ce qui n'est pas normal, c'est injuste, donc c'est une injustice sociale. Donc il y a ce mouvement qui me paraît très sain de se dire
L'injustice fait mal, il y a un point de douleur, je réagis à ce point de douleur. Et ensuite, ce qui m'a paru positif également, c'est le fait que les personnes se regroupent et que les personnes se saisissent de des questions civiques. Si on parle d'individualisme, de désaffection de la chose politique, c'est pas une désaffection de la chose politique, c'est une désaffection des institutions politiques, des partis politiques, etc. Ou des hommes politiques, de la classe politique, et même plus généralement de ce qu'on appelle globalement les élites. Mais ça ne veut pas dire que les gens se désintéressent des questions civiques, au contraire. Donc il y a une aspiration civique derrière ce mouvement, d'une part, et d'autre part, il y a une aspiration très forte à retrouver le sens de la communauté, à retrouver le sens d'une construction collective. Et c'est là, à mon avis, que les catholiques peuvent apporter beaucoup. Parce qu'il y a toute une dimension du mouvement qui a une dimension de revendication. Quand on est victime d'une injustice, on revendique. C'est normal. Mais il y a tout un aspect du mouvement qui est probablement beaucoup plus complexe à appréhender, cet aspect sur lequel c'est plus compliqué d'agir, qui est la capacité d'un peuple de se saisir de cette question civique et de reconstruire à la base, au niveau local, des communautés de destin, comme disait Gustave Thibon. Les gens ont besoin de vivre dans les communautés de destin, d'être sur une construction commune. Et c'est là, je pense, que les catholiques peuvent apporter quelque chose, parce qu'il y a ce trésor de la doctrine sociale de l'Église, mais ils ont aussi un capital spirituel, culturel, éducatif, etc., qui est important. Et il y a moyen d'aider notre pays à reconstruire des communautés de destin dans un temps où, d'une certaine manière, la physique, ce qu'on pourrait appeler la physique sociale a été niée, la nature sociale a été niée. Il y a une négation de la loi politique naturelle ou des lois sociales naturelles, hein, qui est à la racine aussi de tous ces désordres, et que la vision sociale chrétienne peut apporter énormément et apporter beaucoup aussi, pas seulement en termes d'idées, parce qu'il y a tous les principes de la doctrine sociale de l'Église, mais dans la capacité de prendre en main une amitié civique. Parce que fonder des solidarités, ça passe par les amitiés civiques, déjà. Très rapidement, quel accueil a été fait à ce texte? Bon. Réaction de qui? Bon accueil du public. Déjà, parce que les chiffres d'audience, on va dire, de cet appel ont été excellents. Il a été publié par le site internet du magazine La Vie, et ensuite dans le journal papier de la semaine suivante. Et j'ai su par la bande, comme on dit, qu'il y avait des chiffres d'audience qui étaient très importants sur ce papier. Donc c'est un signe quand même. Ensuite, à travers bien sûr tous les messages reçus, sur les messages personnels, mails, textos, ou puisque nous avions indiqué à la fin une adresse mail de contact. Voilà, une adresse mail de contact des personnes qui nous ont écrit pour dire « Nous sommes d'accord avec vous, nous souhaitons nous engager, tenez-nous au courant de la suite. » Et la suite, on va bientôt l'annoncer, puisqu'un deuxième appel va paraître, un appel à la mobilisation autour du principe d'une grande enquête sociale. On reprend la méthode, on parlait de Villeneuve-Bargemont tout à l'heure, la méthode de l'enquête sociale qui donne une occasion et un support pour aller au contact. Aller au contact de la France et de nos compatriotes, de nos concitoyens, pour, d'une part, recenser toute la partie, bien sûr, des problèmes, des douleurs, mais aussi des espérances, de ce qui peut être source d'espoir, pour recenser des inquiétudes pour l'avenir, et surtout recenser ce qui existe et ce qui, comme structure, comme institution, comme personne, comme lieu, qui permettent de penser une reconstruction sociale par la base et d'identifier une capacité à agir. Une capacité d'agir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en panne, c'est la capacité d'agir. Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Eh ben, avec plaisir, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci. Merci, Guillaume. Bonjour Nicolas Sevilla. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes secrétaire général de la Fondation Jérôme Lejeune et à ce titre vous participez à l'organisation de l'événement Courir pour la vie qui aura lieu le 10 mars prochain. L'objectif de cet événement bien sûr c'est d'opérer une levée de fonds au profit de la Fondation Jérôme Lejeune. À quoi sert cet argent? Alors, tout simplement cette levée de fonds elle servira à financer nos 3 missions. La Fondation Jérôme Lejeune elle poursuit tout simplement l'œuvre de Jérôme Lejeune depuis 25 ans à travers 3 missions qui sont les missions recherche, les missions soins et les missions défense de la vie. Donc tout simplement la mission recherche, nous finançons des grands programmes de recherche sur les déficiences intellectuelles d'origine génétique.
la trisomie 21, mais aussi d'autres anomalies génétiques. Nous recevons à Paris, au sein d'une grande consultation, plus de 10 000 patients qui sont suivis de leur plus petit âge à leur plus grand âge. Et enfin, nous défendons la vie de sa conception jusqu'à son terme naturel, à travers beaucoup d'actions que vous connaissez, Jean-Pierre en partie, puisque nous sommes aussi associés à l'organisation de la Marche pour la vie. Mais par ailleurs, nous sommes très engagés dans la discussion en cours sur la révision de la loi de bioéthique. Nous organisons des conférences internationales à l'ONU, au Parlement européen, une fois par an, pour dénoncer aujourd'hui la discrimination dont malheureusement sont victimes nos patients, les personnes qui sont porteuses d'une trisomie 21. Alors la Fondation Jérôme Lejeune est effectivement connue pour ses recherches sur la trisomie 21. Est-ce que la puissance publique participe au financement de cette recherche ? Malheureusement, elle n'y participe pas, puisque, comme vous le savez peut-être, malheureusement aujourd'hui, la puissance publique rembourse plutôt des tests qui servent à détecter et malheureusement à éliminer des enfants qui sont porteurs de cette anomalie avant leur naissance. Et donc, il y a 40 ans, la France a fait le choix du dépistage généralisé plutôt que de la recherche, ce qui fait que lorsque Jean-Marie Le Mennet et Madame Lejeune ont été rencontrés à l'époque, le ministre de la Santé, pour leur demander des fonds pour financer notre Fondation Jérôme Lejeune, ce fameux ministre de la Santé à l'époque leur avait répondu « Mais pourquoi voulez-vous financer de la recherche sur la trisomie 21 puisque dans 40 ans, ils auront disparu ?» Alors nous en sommes presque là. Vous devez sans doute le savoir, mais il y a un nouveau test aujourd'hui qui vient d'entrer sur le marché et qui sera remboursé et qui est remboursé malheureusement par la Sécurité sociale. Et ce nouveau test, il sert à détecter encore mieux. Alors aujourd'hui, nous déplorons 96% d'enfants qui sont diagnostiqués avant la naissance trisomique 21 et qui sont éliminés. Et l'objectif de ce test est évidemment d'éradiquer mieux, de dépister mieux pour que ces 3% ou ces 4% restants, malheureusement, soient détectés et éliminés. Est-ce que c'est la seule maladie qui ne soit pas financée par la puissance publique? Ou est-ce qu'il y a d'autres maladies où le choix est également fait ou est-ce que c'est vraiment très particulier? Voilà, c'est la seule maladie que l'État ne finance pas. Alors, il se trouve que la trisomie 21 est la maladie génétique la plus répandue en France, donc c'est celle qu'on arrive le plus facilement à détecter, et c'est tout le drame en fait de cette découverte de Jérôme Lejeune, c'est qu'elle s'est retournée contre son auteur et contre ses patients et contre ceux qui devaient bénéficier de cette découverte, puisque le professeur Jérôme Lejeune voulait évidemment les soigner, et en fait cette découverte a servi à pouvoir mieux dépister la maladie. Alors, il y a d'autres maladies génétiques, malheureusement, qui sont détectées aujourd'hui et qui sont éliminées, ou plutôt qui ne sont pas soignées, mais on décide d'éliminer les patients ou les enfants qui sont porteurs de cette maladie avant la naissance. Et c'est ce qui a permis aussi, vous le savez, dans le cadre de la loi Veil, en 1975, l'interruption médicale de grossesse qui permet jusqu'aux 9 mois de grossesse d'éliminer des enfants qui sont porteurs d'un lourd handicap. Or, la trisomie 21, en plus, n'est pas un lourd handicap, c'est un état, c'est une pathologie. Mais on ne meurt pas de la trisomie 21. Alors, l'événement dont vous nous parlez, Courir pour la vie. Alors, en quoi ça consiste? Quels sont les renseignements pratiques autour de cet événement? Il a lieu le dimanche 10 mars 2019, donc la semaine prochaine, voilà exactement, dans 8 jours. Nos coureurs auront rendez-vous évidemment sur le lieu du départ, qui est cette année gare d'Austerlitz. Donc ça ne sera pas très compliqué, parce qu'il y aura évidemment un immense village organisé pour le départ. Mais d'ici là, ceux qui ne sont pas inscrits à cet événement peuvent toujours le faire. Alors, il suffit tout simplement de se rendre sur notre site internet www.courirpourlavie.fr. Ils y trouveront tous les renseignements pour s'inscrire, pour commander et réserver leur t-shirt que nous leur distribuerons gracieusement le jour J. Et surtout, qu'ils n'oublient pas avant la course d'ouvrir une collecte, une cagnotte, au bénéfice de la Fondation, bien sûr, mais tout ça leur est expliqué de manière très simple. Et par ailleurs, alors évidemment, pour les moins sportifs d'entre nous, préparer un semi-marathon en 8 jours, c'est un peu court. Donc c'est un semi-marathon, c'est 21 km? C'est 21 km. Et ça va d'où, de la gare d'Austerlitz jusqu'où? Alors en fait, on fait une boucle dans Paris, on part de la gare d'Austerlitz, on court sur les quais jusqu'à à peu près à l'hôtel de ville, on fait une demi-tour jusqu'à Vincennes et on revient. Et le point d'arrivée est à la bibliothèque. On fait demi-tour, donc je suppose sur l'autre berge, non? Ou oui, sur on passe sur l'autre berge, on fait un grand tour par Vincennes et on revient sur le même quai. En fait, on arrive à la bibliothèque François Mitterrand, en gros, dans ce quartier-là. Voilà, donc c'est peut-être un peu tard pour préparer un semi-marathon à J-8 pour les moins sportifs. Ceux qui n'ont pas commencé. Mais en revanche, tous ceux qui ne peuvent pas courir peuvent supporter les coureurs.
Et c'est très important, moi qui vais participer pour la 4e fois à ce semi-marathon, d'avoir beaucoup d'amis. Et vous courez? Ah, moi, je cours, oui. Je cours. Et vous voyez, comme quoi, moi qui ne suis pas un sportif devant l'éternel, j'ai réussi à faire ce semi-marathon déjà 3 fois. Et donc, avec un peu d'entraînement, ça Et donc, le rendez-vous est à quelle heure à la gare d'Austerlitz pour les supporters? Alors, il est à 9h. Le rendez-vous est fixé à 9h, mais de toute façon, pour supporter les coureurs sur le parcours, il faut aussi aller s'enregistrer sur le site internet. Et évidemment, toutes les consignes leur seront transmises par l'équipe d'organisation. Voilà, mais si vous ne pouvez pas courir, surtout supporter. Et si vous ne pouvez ni courir ni supporter, eh bien donnez aux coureurs de la Fondation Jérôme Lejeune. Non, vraiment, c'est important de soutenir la Fondation. C'était un avertissement qui avait été donné par le professeur Jérôme Lejeune lui-même, où nous allons les délivrer de leur innocence, ces enfants, ou alors ce sera le massacre des innocents. Et là, il y a vraiment une course contre la montre qui s'est engagée. Aujourd'hui, il faut aller plus vite, il faut que la recherche avance vite. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir des coureurs le dimanche 10 mars, mais nous avons aussi, évidemment, aussi besoin d'argent pour faire avancer la recherche sur la trisomie 21. Eh bien, merci beaucoup de ces précisions. Je ne doute pas qu'il y aura dans les téléspectateurs de Terre de Mission de nombreux coureurs et de non moins nombreux donateurs. Merci Nicolas. Donc nous vous souhaitons une bonne course. Nous espérons que le beau temps va continuer, que vous n'aurez pas à courir sous une pluie battante. Et donc nous nous retrouvons pour la prochaine émission de Terre de Mission, dimanche prochain, soit le 10 mars. Et d'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.